Bien, il y a donc deux Amériques, Corentin Célin. Il y a celle des côtes, hein, et puis il y a cette Amérique que l'on survole, hein, en avion, et dans laquelle on ne s'arrête pas, qui, elle, vote Trump. Exactement, vous avez résumé le résultat électoral d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est juste 10 ans après l'élection de Barack Obama. Et Barack Obama avait dit il y a 10 ans qu'il voulait réconcilier les deux Amériques. La bleue, celle des villes, des métropoles, et la rouge, celle des campagnes que vous évoquiez. Et en fait, ce qui est frappant, c'est que 10 ans après, non seulement elles n'ont pas été réconciliées, mais aujourd'hui, elles sont totalement séparées. Elles ne se parlent plus, elles ne se fréquentent plus. Et en fait, on a deux mondes. Deux mondes. Alors regardons, c'est clair. Je résume, Trump triomphe, c'est ce qu'il a dit lui. On va modérer le triomphe de Trump. C'est vrai qu'au Sénat, il renforce sa majorité, la majorité républicaine. Il perd la Chambre des représentants, mais de justesse. Il perdra la Chambre des représentants de justesse. Ça veut dire quoi sur sa manière de gouverner? Est-ce que ça va changer quelque chose? Alors, il va être évidemment plus entravé pour au moins deux choses. D'une part, pour produire des lois, pour faire des lois, puisque il devra négocier avec une Chambre des représentants qui lui sera opposée désormais. Donc, il va devoir, s'il veut faire des lois, il devra faire des compromis. Mais on a vu aussi qu'il n'était pas obligé de faire des lois. Il n'est pas obligé de passer par le Congrès. Très souvent, il fait des décrets présidentiels, c'est-à-dire qu'il fait des textes qui doivent être conformes à la Constitution, où il ordonne à son administration de faire telle ou telle chose. Et donc, il pourra continuer de cette manière. Donc, il sera un peu entravé, mais pas tant que ça, d'autant qu'il garde le Sénat. Alors, il faut vraiment rappeler aux auditeurs que, même si la Chambre des représentants, ce n'est pas négligeable, le Sénat, c'est plus important aux États-Unis. C'est au Sénat qu'on confirme les juges fédéraux. C'est au Sénat qu'on ratifie les traités internationaux. Et là, il va avoir un Sénat avec une majorité élargie et surtout avec que des nouveaux élus à lui, c'est-à-dire des fidèles. Oui, des sénateurs fidèles. Voilà. Et à part peut-être Romney, je dis ça, je parle de Romney parce que Romney a déjà dit qu'il fallait faire attention, il n'est pas très pro-Trump. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fidèles élus au Sénat. Alors, la Chambre des représentants peut le gêner dans sa manière de gouverner ou pas? Alors, beaucoup. Elle pourra le gêner, elle pourra éventuellement mener un peu du harcèlement, un peu d'une guérilla, par exemple, en faisant des commissions d'enquête, en faisant par exemple des commissions d'enquête sur sa situation financière et en exigeant ces fameuses feuilles d'impôt qu'il n'a jamais publiées, contrairement à la tradition établie depuis 40 ans aux États-Unis. Par ailleurs, la Chambre des représentants peut également aussi proposer un agenda démocrate, même des propositions de loi qui, même si elles n'aboutissent pas, parce que blocage au Sénat, montreront ce que les démocrates voudraient faire s'ils avaient tous les leviers. Par exemple, on peut imaginer que les démocrates proposeront une proposition alternative pour réformer l'assurance santé. Donc, il va peut-être être harcelé, il va peut-être être un peu entravé, mais en tout cas, ce ne sera pas une impossibilité de gouverner pour lui. Bien, autre chose. Pensons, parce que tout le monde y pense, pensons à la prochaine élection présidentielle. Hein. Pour Donald Trump, c'est une victoire à mi-mandat, franchement. C'est une victoire pour 2020. Oui, alors d'autant qu'on restait, il faut s'en souvenir, on restait sur le souvenir. Moi, je veux bien, mais tous les commentateurs un peu européens, français, qui ne regardent les États-Unis qu'à travers New York ou Los Angeles, beaucoup se sont trompés. Beaucoup pensent que l'Amérique, c'est une Amérique anti-Trump. Mais non. Non, effectivement, aujourd'hui, on a deux Amériques. On le voit aujourd'hui, une Amérique rurale blanche qui s'est beaucoup mobilisée. On voit des scores exceptionnels pour les élections sénatoriales au centre, au cœur de l'Amérique, dans le Midwest, hein, vraiment l'Amérique du milieu, l'Amérique des campagnes, en particulier dans le Montana, on voit dans le Missouri aussi. Bon, et par contre, effectivement, mais ce qui va de pair, hein, par contre, effectivement, les démocrates, pour la Chambre, font des gains dans les grandes villes, dans les grandes métropoles urbaines, mais j'allais dire, ils étendent pas leur base, les démocrates. Ils confortent les métropoles, mais ils vont pas plus loin. Et puis les démocrates qui vont être divisés eux-mêmes entre les démocrates modérés et ceux qui sont derrière ou qui ont adopté la ligne Bernie Sanders, qui est une ligne beaucoup plus à gauche. Oui, absolument. Alors, cependant, le débat était peut-être déjà un petit peu réglé parce que les têtes d'affiche, les têtes de liste un peu de cette gauche pro-Sanders ont été défaites. On peut penser par exemple à Gillum qu'on annonçait comme le futur gouverneur de Floride et qui est battu, à O'Rourke qui est battu au Texas, qui était aussi le partisan de la ligne à gauche. Donc, aujourd'hui,
aujourd'hui, disons qu'une ligne plus modérée semble devoir s'imposer. Mais ce sera un vrai débat en effet et qui va éclater très vite parce qu'il va falloir élire le nouveau speaker de la Chambre des représentants, c'est-à-dire l'équivalent de notre président de l'Assemblée nationale. Et Nancy Pelosi, qu'on a beaucoup entendu déjà ce soir, ne fait pas forcément l'unanimité parmi les démocrates. Parmi les démocrates, et ce sera un démocrate, hein, ou une démocrate, hein, voilà. le nouveau speaker de la Chambre des représentants. Eh bien, merci. Merci d'être venu nous voir.